Bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous êtes romancier, merci d'être avec nous. 24 millions de livres vendus dans le monde, également auteur de théâtre francophone le plus joué sur la planète. Une vingtaine de pièces jouées de Berlin à New York en passant par Séoul. Quelques titres de romans, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L'Évangile selon Pilate, Le sumo qui ne voulait pas grossir. Il y a eu des essais, il y a eu des pièces, des contes. Et là, vous publiez un roman, peut-être le plus ambitieux, oui, certainement le plus ambitieux. Ça s'appelle Paradis perdu, premier tome d'une série de 8, La traversée des temps, c'est chez Albin Michel. Alors l'ouvrage s'ouvre sur une note de l'éditeur, j'avais encore jamais vu ça dans un livre, et votre éditeur Albin Michel annonce le pitch. Raconter l'histoire de l'humanité sous une forme purement romanesque, entrer dans l'histoire par des histoires, comme si Harari croisait Alexandre Dumas. Normalement, c'est ce qu'on se raconte en comité éditorial. Là, c'est affiché. L'ambition est affichée. Je crois que mon éditeur tenait absolument à montrer que ce premier tome, qui est suffisant en soi, est en fait simplement la première marche d'un projet. Parce que je pense que il ne faut pas que le projet fasse disparaître chaque roman, parce que ce que j'aime, c'est raconter des histoires et mettre en place des personnages. Mais il y a effectivement un projet fou qui est de... Parce que là, c'est très ambitieux, parce que Harari, qui raconte l'histoire de l'humanité, qui a fait un best-seller mondial, cet auteur israélien, et puis Alexandre Dumas, qu'on ne présente pas, c'est quand même quelque chose. Alors, en une année, j'ai appris 3 nouveaux mots. J'ai appris quatorzaine, j'ai appris présentiel, et j'ai appris octologie. C'est comme une trilogie, mais en 8 étapes. C'est votre projet, raconter l'histoire. Oui. Enfin, l'histoire de ce projet. Et ensuite, on racontera l'histoire de l'histoire. Oui, non, l'histoire de ce projet, c'est que moi, ce qui me fascine, c'est quand je regarde, par exemple, une fourmilière, c'est de me dire, tiens, elle était pareille il y a 100 000 ans. Ou une ruche. Tandis que si on regarde les hommes, à un an près, c'est différent. Regardez entre nous il y a un an et nous aujourd'hui. Bien sûr, nous n'étions pas confinés. Donc voilà, nous, on est des animaux historiques, c'est-à-dire qui évoluons perpétuellement. J'ai pas dit qu'ils progressons perpétuellement, parce que ça, justement, on peut bien en discuter. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre comment on est arrivé là, à travers une histoire, l'histoire de Noam, qui est un homme qui est né il y a 8000 ans avant notre ère, et qui va être doté d'un fardeau qui est l'immortalité, mais en même temps, il est du coup le témoin et parfois l'acteur principal des grands changements, des grandes mutations qui ont fait notre histoire. Donc, à travers une histoire romanesque, je peux raconter les lignes de faille, les bouleversements, les révolutions et les évolutions. Alors ça démarre il y a 8000 ans dans un village lacustre du Néolithique. Pour situer, ils ne vivent pas dans des grottes, mais dans des maisons. Il y a déjà des portes il y a 8000 ans. Il y a déjà un premier conflit entre les habitants sédentaires et les chasseurs alentours qui sont nomades. Et il se produit un événement extraordinaire. Enfin, il pleut beaucoup. Ça se retrouve dans toutes les légendes et les récits. Il y a le déluge. Oui. Vous savez, le déluge, nous, on l'a connu pendant des siècles à travers la Bible. Et puis ensuite, on a découvert la légende de Gilgamesh, le texte mésopotamien, puisqu'on sait lire le mésopotamien que depuis les années 50. Qui remonte à quand, ce texte, Gilgamesh? Gilgamesh, c'est 2500, je crois, à peu près... avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc 4500 ans avant maintenant. Oui, et donc on se rend compte qu'en fait, ces textes-là sont sans doute des traces de quelque chose qui s'est passé. Et la science vient de poursuivre, je dirais, le roman de la Bible, en tout d'un coup, en donnant une base historique. On s'est rendu compte dans les années 1990 que la mer Noire, en fait, a sans doute été un lac qui est devenu une mer quand la Méditerranée a monté de plus d'une centaine de mètres lorsque la Terre s'est réchauffée. Elle est montée de plus d'une centaine de mètres et elle a passé ce qui est aujourd'hui le détroit du Bosphore, mais qui n'était pas un détroit à l'époque, et elle s'est déversée dans la plaine ukrainienne et elle a formé la mer Noire. Donc il y a eu, non pas un déluge universel comme le racontent les textes, mais un déluge à un endroit précis qui était justement un endroit vraiment habité par les hommes. Comment vous avez travaillé, avec quelle documentation? Par exemple, page 140, vous racontez les cérémonies de mariage et vous dites, lors des cérémonies de mariage, on ne distribuait pas des cadeaux aux mariés, mais aux invités. Comment vous le savez? C'était il y a 8000 ans. Écoute, vous l'avez inventé? Alors, non, la plupart du temps, je m'appuie vraiment sur des recherches. Mais vous savez, l'histoire de la préhistoire, elle est difficilement documentée, puisqu'évidemment, par principe, on n'a pas de texte, donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Non, mais il y a des choses qu'on sait. Par exemple, on sait si les enfants étaient enterrés avec les parents, oui. on sait à quel moment il y a eu des conflits, parce qu'on voit les crânes fondus, donc on sait ce qui se passe. Il y a des choses qu'on sait par l'archéologie, mais une grande partie de la préhistoire, enfin de notre connaissance de la préhistoire, est fait aussi par anthropologie, c'est-à-dire
et par ethnologie, c'est-à-dire en comparant avec les civilisations, par exemple amérindiennes, enfin des civilisations qui n'ont jamais été touchées par notre culture. Compris. Et donc il y a un mélange des deux. Voilà. Parce que vous travaillez sur ce projet et je découvert en préparant cet entretien depuis que vous avez 25 ans. Comment est né ce projet dans votre tête et ensuite sous vos doigts ? Bon, d'abord, il faut vous dire que moi, j'ai aimé lire et j'ai aimé la littérature parce qu'à 8 ans, j'ai lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'aime à la fois le romanesque et j'aime aussi découvrir l'histoire à travers les romans. Et je sortais de mes études, Normal Sup, agrégé de philo, docteur, tout ça. J'enseignais à la fac et j'ai eu cette idée d'un personnage immortel qui traverserait les temps, qui nous les raconterait et qui en serait à la fois le témoin et l'acteur. Mais j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais j'étais incapable de réaliser cette idée. Il a fallu que je prenne possession de mes moyens romanesques, de mes moyens d'écrivain, et puis surtout que je travaille parallèlement à tout ce que je faisais pendant des années pour avoir la culture scientifique, philosophique, religieuse nécessaire pour écrire cette histoire. Mais comment ça se passait ? Vous aviez des fichiers, des notes, un classeur avec indiqué la traversée des temps ? Ou est-ce que tout vient de votre tête et vous vous êtes mis à travailler sur ce roman récemment ? Ou est-ce que parfois, par petites touches, vous avez déjà agrégé du contenu ? Oui, alors il y a un mélange. Je suis assez asiatique dans mon travail de la mémoire, c'est-à-dire que je prends très peu de notes. Je fais confiance à mon cerveau, je me dis si j'oublie, c'est que je dois oublier. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dans mon esprit que les fiches se sont faites, mais parfois, sur des points précis, je faisais des fiches sur mon ordinateur pendant des années qui sont passées d'un ordinateur à un autre, d'un système à un autre. Et j'ai refusé toujours d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice, un archiviste. Parce que souvent, je précise, les romanciers se font aider par quelqu'un qui fait la documentation, qui ne fait pas le récit. Mais... Et ça, j'ai jamais voulu, d'abord parce que j'ai été formé à faire ça, et ensuite parce que je voulais pas dépendre d'une erreur qu'aurait fait quelqu'un. Si j'ai fait une erreur, c'est moi qui l'a fait. Et puis surtout, je pense que c'est la meilleure manière de préparer une telle entreprise, c'est de passer des heures à écumer les livres et les bibliothèques. Où en êtes-vous ? Parce que Albin Michel annonce déjà les 7 prochains tomes, je vais les citer en prenant mon souffle auparavant. Ensuite, il y aura Babel et la civilisation mésopotamienne. Ensuite, l'Égypte des pharaons et Moïse. 4e tome, la Grèce antique. 5e, Rome et la naissance du christianisme. 6, l'Europe médiévale et Jeanne d'Arc. 7, la Renaissance et la découverte des Amériques. Et enfin 8, les révolutions politiques, industrielles, techniques. Vous en êtes où ? À part la trame, qu'est-ce que vous avez déjà rédigé ? Et à quel rythme ces tomes vont-ils sortir ? Alors moi, j'ai fait une trame de 5000 pages. Quand même, ouais. Pour 5000 pages en tout cas, avec des rebondissements et des surprises jusqu'au bout, y compris sur les personnages qui vont rester, un découpage historique. Moi, je suis en train d'achever l'écriture même du 2e tome. D'accord, donc vous êtes à la page 1000 à peu près. Oui, c'est ça. D'accord, et il y en aura un par an, comment ça va se passer ? Il y en aura un à chaque rentrée de C'est décembre. le rêve de mon éditeur, c'est peut-être le mien aussi, mais si jamais ça me prenait plus de temps. Mais vous savez, plus on va se rapprocher de l'époque contemporaine, plus ça sera facile pour moi. Moi, quand je suis rentré à l'école normale supérieure, je suis rentré en lettres classiques. Donc, par exemple, la culture grecque, la culture latine et aussi la culture judaïque, c'est des choses que je possède. Donc, plus on se rapproche dans le temps, plus c'est facile. La difficulté, c'était le 1er tome et le 2e tome, c'est-à-dire 8000 ans, et puis ensuite la Mésopotamie.